Bonjour mesdames, messieurs, il est midi. Bienvenue à ce Minergie Savoir-faire actuel autour du sujet de Minergie Éco et plus concrètement de Minergie Éco sur les chantiers. Avant d'attaquer le concret et d'attendre encore les derniers arrivants, je vous propose de passer juste en revue les petites formalités. D'abord, votre caméra et votre micro sont désactivés pour assurer la meilleure retransmission possible du contenu. Vous avez la possibilité de poser à tout moment des questions via l'onglet Q&R, à ne pas confondre avec l'onglet Conversation ou Chat. Il y a vraiment un onglet dédié aux questions et réponses. Vous pouvez, pendant tout le long de l'intervention, poser vos questions dans cet onglet. Je regrouperai les points d'interrogation à la fin de la présentation de Michel pour pouvoir les lui retransmettre. Sinon, l'événement est enregistré. Il sera disponible aussi d'ici une semaine sur notre plateforme savoir-faire-minergie.ch, où vous retrouvez aussi tous les autres contenus qu'on développe pour essayer de transmettre un maximum de connaissances autour de la construction Minergie, notamment notre format Minergie Savoir-faire Compact qui propose des petites formations de 20 à 25 minutes sur différentes thématiques. Je profite ici de remercier aussi Marion Bissic pour l'organisation de cet événement online aujourd'hui. Marion, que vous pouvez aussi contacter en cas de problème technique au 027 205 70 14. Notre ligne sera ouverte pendant toute la session. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Michel Wyss, le responsable de la certification Minergie dans notre agence romande Minergie et fin connaisseur du label Minergie Eco pour vous parler des spécificités et du savoir-faire Minergie Eco sur les chantiers. Michel, je te passe la parole. Merci Olivier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de participer aujourd'hui à cette petite minergie savoir-faire actuelle concernant le chantier. J'ai rassemblé ici quelques documents qui peuvent vous aider à mieux comprendre et mieux savoir ce qu'il faut faire sur le chantier dans le cadre d'une certification Minergie Eco. Donc, juste en introduction, savoir ce que c'est Minergie Eco et pourquoi on va parler du chantier dans Minergie Eco. Minergie Eco, c'est un label qui permet de distinguer les bâtiments qui sont écologiques. Il faut toujours avoir en tête que c'est un complément aux standards Minergie et les aspects qui sont regardés dans Eco portent plus sur la santé, la circularité et l'écologie de la construction. Il faut vraiment, pour labelliser Eco, être combiné avec un label de base, que ce soit Minergie, Minergie P et ou Minergie A. Le label Minergie Eco, c'est le fruit d'une collaboration entre EcoBau et Minergie. EcoBau qui développe le label Eco et Minergie qui le labellise. Le déroulement d'un projet Minergie Eco, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plusieurs points. Il y a la planification stratégique, où sont définis les objectifs, et comme quoi le standard de construction Minergie Eco est voulu, souhaite être atteint. Il y a la phase d'avant-projet, dans lequel il y a les premiers calculs d'énergie grise, de la lumière du jour qui sont faits, les réponses sont apportées sur l'outil en ligne. Il y a toute la phase d'optimisation du projet, pour peut-être sélectionner des exigences, des prescriptions supplémentaires ou changer des prescriptions parce que certaines valent plus de points que d'autres. Et il y a une mise à jour périodique. Ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment un peu ce qui doit être fait du côté des planificateurs. Donc à ce moment, à l'avant-projet, c'est à ce moment-là que intervient la soumission de la demande de certification provisoire. Suite à ça, une fois que vous obtenez un certificat provisoire, il faut gentiment lancer les appels d'offres en prenant en compte les prescriptions et les checklists qui ont été définis en phase de planification et d'avant-projet. Dernièrement, il y a la réalisation, et c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. C'est vraiment
le contrôle de la mise en œuvre par des visites de chantier qui doivent être effectuées. C'est à ce moment-là qu'il faut collecter les fiches de sécurité, les produits et les bons de livraison. Il faut penser également à la planification, si le critère sur l'aération a été mis en place. Il faudra également procéder aux mesures de l'air ambiant, que ce soit formaldéhyde, euh, solvant ou radon. C'est à ce moment-là également que les planificateurs vont soumettre la demande de certification définitive. L'influence sur le planning, il faut avoir en tête que oui, peut-être, point de vue planification, dans un projet éco, vous allez passer un peu plus de temps, mais c'est du temps qui pourra être gagné dans le contrôle de la réalisation. Effectivement, dans la planification, vous allez définir les produits qui seront utilisés et vous n'aurez pas à vous poser de questions quand vous ferez vos tours sur le chantier pour savoir quels produits utiliser, vu que ceux-ci, normalement, auront tous été définis au préalable. Il y a toujours cette phase d'aération après achèvement de la construction. Il faut toujours avoir en tête que si ce critère est retenu, il faut le mettre en place. Vous avez des documents et des outils. Donc, nous avons 3 catalogues de prescriptions actuellement. Il y a les habitations de petite taille, il y a les écoles de petite taille, de moins de 1000 mètres carrés. Et dernièrement, le plus complet, c'est pour toutes les catégories d'ouvrages qui peuvent être certifiés. Ce document, il va vous lister c'est un document de 50 pages qui va vous lister à peu près toutes les prescriptions de santé, mais également, vous le voyez un peu plus loin, les prescriptions qui ont affaire à l'écologie. Si on prend une de ces prescriptions, habituellement, elle vous est toujours présentée sous ce format-là. Donc, il y a d'abord le numéro de la prescription, le titre de la prescription. Ici, par exemple, protection contre le bruit de l'enveloppe et entre unités d'utilisation. Vous avez la prescription elle-même, qu'est-ce qui est demandé. Par exemple, ici, les exigences de la norme SIA 181 de 2020 pour la protection de l'enveloppe pour les sources extérieures et bruit aérien. Et entre unités d'utilisation, bruit aérien, bruit de choc, bruit des installations techniques et des équipements fixes, sont respectés. Il y a tout le détail, l'évaluation, les remarques, le mode d'application. Il y a toujours une FAQ qui est utile, les CFC qui sont concernés, les responsabilités. Et là où ça devient intéressant, c'est le fond. Vous avez ici la mise en œuvre en phase de projet et en phase de réalisation. Si je le mets un peu plus grand ici à l'écran, la phase de réalisation, c'est un peu ce qui va être demandé en phase de chantier. Donc ici, pour un critère sur l'acoustique, il est demandé comme justificatif en phase de réalisation, donc une confirmation par le physicien du bâtiment que la mise en œuvre du justificatif de protection contre le bruit est conforme à la norme SIA 181-2020. Indirectement, ça veut dire que un acousticien qui sera présent sur le projet devra aller contrôler que ce qu'il a prévu a bien été mis en place pour vous signer à la fin l'attestation. Pour vous aider à ça, il y a toujours des mesures indicatives qui vous sont proposées. Et dans le cas ici, par exemple, il y a la transposition dans l'appel d'offres des exigences définies dans la phase de projet et le contrôle de la mise en œuvre sur le chantier, éventuellement réalisation ou effet. Et si vous avez effectué des mesures acoustiques pour contrôler que tout a bien été mis en place. Donc, des critères, on en a beaucoup. Les critères et les prescriptions, elles vont toucher des domaines autant larges que le génie civil, l'électricité, tout ce qui est la distribution de ventilation, tout ce qui est la distribution de chauffage. Et chaque critère a un peu ses spécificités. Donc, si je reprends cette case de phase de réalisation pour d'autres critères, on peut voir ici à gauche, par exemple,
Il peut vous être demandé des contrats d'entreprise comme justificatif. Les contrats d'entreprise de l'entreprise de rénovation des constructions, de décontamination qui est reconnue par la SUVA. On va vous demander des photos, des descriptifs, des mesures d'assainissement et également des justificatifs d'élimination. Donc tout ça, en phase de chantier, il faut le prendre en compte, il faut accumuler ces documents pour pouvoir nous les présenter à la certification définitive. Un autre exemple, j'en ai pris plusieurs, on a une exigence sur l'hygiène des installations aéroliques. Au final, nous, on veut le rapport de l'inspection d'hygiène. Il faut qu'il nous soit fourni. Le critère en question, il va vous dire que s'il y a des éléments qui doivent être corrigés, ils doivent être corrigés dans les 15 jours. Et on est en droit également de vous demander des confirmations que si le rapport d'hygiène initial n'était pas bon, vous ayez fait les corrections demandées. Si vous avez des mesures de radon à effectuer dans votre bâtiment, ben, on va vous demander les résultats de ces mesures pour s'assurer que l'exigence de radon est atteinte. Il y a d'autres types de critères qui vont vous demander ici en haut à droite, c'est la liste des mesures constructives, par exemple, pour la protection contre le radon, pour s'assurer que ce que vous avez défini en phase d'avant-projet-projet a bel et bien été mis en place. Là, dans les mesures indicatives, euh, vous pouvez vous assurer que ben, pour construire, par exemple, votre aspiration sous dalle de radon, ben, que celle-ci apparaisse bien dans les appels d'offres. Pour d'autres critères, on va vous demander des schémas de principe, ou alors, pour d'autres critères, on va vous demander des bulletins de livraison. Donc, ces bulletins de livraison avec indication des labels et des certifications de différents produits. Il faut que vous les récoltiez au fur et à mesure. Vous les avez demandés dans les appels d'offres et donc les entreprises euh, devront vous fournir tous ces documents que vous demanderez, que nous allons vous demander et que vous demanderez aux entreprises qui sont sur le terrain. Par exemple, pour le bois, il nous faut une impression de la liste Lignum des produits dérivés du bois avec indication des produits qui ont été utilisés. Et en parallèle, on doit pouvoir voir dans les appels d'offres que c'est bien ces bois-là qui avaient été définis en avant-projet et en appel d'offres. Il peut arriver des fois qu'il y ait des produits qui ne soient pas dans la liste, auquel cas il y a un ou ici tout à gauche, on peut avoir une attestation du fabriqué qu'aucun élément d'un système crépi, par exemple, n'émet de formaldéhyde ou qui ait un certificat d'essai qui le prouve. Ensuite, pour ce qui est le mesure de formaldéhyde, mais pour la mesure des solvants et des composés organiques volatiles, c'est pareil. Au final, on va vous demander les résultats de mesure. Et pour être sûr de faire les mesures au bon endroit, vous pouvez nous faire valider auparavant les lieux où vous pensez faire ces mesures de qualité d'air intérieur. Ici, vous avez de nouveau des bulletins de livraison qui peuvent être demandés pour des produits quelconques selon les critères que vous avez retenus. Ensuite, pour d'autres critères, qu'est-ce qui doit être transmis pour la certification définitive? Il peut y avoir des extraits de contrats d'entreprise avec interdiction des mousses. Ça, c'est le critère d'interdiction des mousses de montage et de remplissage. Donc, on veut pouvoir voir apparaître ça. Et on veut pouvoir apparaître ça et on veut être sûr que ce soit dans les appels d'offres. Les bulletins de livraison, typiquement pour tout ce qui est les livraisons de béton, il faut qu'il y ait la recette du béton qui soit indiquée. Et de votre côté, il vous faut rassembler tout ça au fur et à mesure que le béton est livré sur site. Dernièrement, ici à droite, un autre exemple, il faut avoir une justification moyen de photo indiquant l'accessibilité. Ça, c'est un critère pour amener les appareils de grande taille
dans les différents locaux qui seraient en sous-sol et peut-être un peu moins accessibles, euh, nous transmettre une photo qui montre que ce qui a été prévu sur le plan a été mis en place et tout à fait valable. Contrôle de la réalisation. Donc, c'est vraiment une question de qualité parce que vous vous doutez bien que s'il n'y a aucun suivi, le risque, c'est que tout le monde fasse un peu à sa sauce et que, au final, c'est le label éco qui s'écroule un peu comme sur cette image. Les principes. Donc, la qualité, donc éco, elle peut être atteinte que si la mise en œuvre correspond à la planification. Cela vaut pour les objectifs autant d'un bon climat intérieur et ceux d'un faible impact environnemental. C'est les deux aspects que regarde éco. C'est pourquoi le contrôle des matériaux, des livraisons et des processus de traitement lors de la réalisation est relevé d'une grande importance. Et ce travail ne va pas se faire tout seul. Et ce travail, il faut avoir en tête que ce n'est pas nous, chez Minergie, qui allons le faire, c'est les personnes qui participent au projet qui vont l'exécuter. On peut avoir les contrôles ordinaires lors de la mise en œuvre sur le chantier. Elles sont du ressort de la direction du travaux ou de l'architecte qui s'occupe de suivre le chantier, ou vous pouvez également définir de qui devra faire ces contrôles sur chantier. C'est pas nous qui définissons. Le but, c'est, on l'a vu sur les 3 slides avant, c'est vraiment qu'on puisse nous fournir en fin de compte tout ce qui a été demandé, retenu dans les critères et les prescriptions. Minervie, donc nous, cette fois-ci, nos contrôleurs et contrôleuses, on prévoit un déplacement unique sur environ 30% des projets. Donc ça, c'est vraiment pour assurer la qualité. Si vous nous envoyez 3 dossiers pour 3 bâtiments qui seront construits à peu près en même temps, 30%, ça veut dire que vous êtes quasiment sûr qu'on se déplacera sur site pour quand même contrôler certains aspects qui sont pertinents pour la certification. Les conditions pour les contrôles en cours de réalisation et de chantier, les travaux à effectuer, ils doivent être décrits de manière suffisamment précise dans les appels d'offres et les contrats d'entreprise. Et pour ça, vous pouvez vous baser sur les éco-devis d'EcoBau pour vous aider à les mettre dans les appels d'offres. Les produits à utiliser, ils doivent être déterminés normalement au plus tard avant le début des travaux. Mais ce qui serait mieux, c'est vraiment que les produits ils soient définis au moment de la signature du contrat. Comme ça, vous êtes sûr que les entreprises qui vont travailler, elles savent et elles vous répondent pour gagner le mandat. Pensez également aux produits auxiliaires qui ne sont pas toujours mentionnés dans les appels d'offres, tout ce qui est matériel de fixation, les cols, les sous-couches, les produits de nettoyage, les traitements de surface et tout ça. C'est bien de les avoir dans l'appel d'offres pour ensuite pouvoir le contrôler après coup sur le chantier. Communiquer aussi aux entrepreneurs ce qui ne sera en aucun cas toléré, donc par exemple dans les contrats d'entreprise, en y joignant les prescriptions d'exclusion et notamment les aspects communs comme les mousses de montage et de remplissage qui sont interdites sur le chantier éco. Les fameux appels d'offres, justement, les justificatifs à fournir par l'entrepreneur, il faut qu'il soit au courant de ce qu'il va devoir vous fournir pour qu'il puisse les considérer dans les prix. Vous pouvez également y faire apparaître les sanctions en cas de non-respect. Euh, ce serait intéressant pour qu'ils savent à quelle sauce ils vont être mangés s'il y a quelque chose qui se passe mal. Et sous les différentes positions des appels d'offres, il ne doit pas y avoir de contradiction. Ça, c'est aussi à vous de faire attention. Il y a un exemple que je vous présenterai après. C'est un ancien exemple parce que maintenant, c'est plus vraiment le cas. Mais l'Armaflex, qui est une isolation de conduite, à l'époque contenait des halogènes et ils avaient sorti un nouveau produit à l'époque qui n'en contenait pas.
Donc, il ne faudrait pas demander dans les appels d'offres un produit qui contient de l'halogène si vous avez retenu le critère où vous demandez des produits sans halogène. Une idée, quelque chose qui serait utile pour des projets peut-être de plus grande ampleur, mais faire contrôler les appels d'offres importants, les excavations, euh, le montage, les fenêtres, les installations, les aménagements, faire contrôler ces appels d'offres par un spécialiste pour vous assurer qu'il n'y ait pas de contradiction et que ça va dans le sens des prescriptions que vous avez retenues. On a sur notre site internet un document qui peut vous aider dans les archives pour ce qui est les conditions préalables Minergie Eco. C'est un document, il est en allemand, mais maintenant les traducteurs automatiques font déjà des prouesses dans ce domaine-là, où il y a des exemples de ce qui peut être mis, par exemple, dans les conditions préalables. Ici, j'ai traduit un petit bout pour vous. Le maître d'ouvrage souhaite certifier son projet avec le label Minergie Eco. Dans ce but, toutes les prestations doivent répondre aux conditions suivantes. L'entreprise s'engage à faire une déclaration complète des marchandises. Il lui sera demandé les documents suivants: les certificats, les déclarations de produits, les fiches techniques du fabricant, les fiches de sécurité, les listes de commandes, une compilation des bons de livraison, par exemple. Ça peut vraiment être un plus. Comme ça, l'entreprise qui est mandatée pour faire les travaux, elle sait exactement qu'est-ce qu'elle doit intégrer pour cette certification. Pour les appels d'offres, il y a des instruments de planification qui ont été développés par EcoBau qui peuvent vous aider à remplir les appels d'offres qui doivent être remplis par les entreprises. Il y a les fiches EcoCFC. C'est des informations qui permettent l'élaboration de projets et d'appels d'offres prenant en compte des matériaux favorables du point de vue environnement et santé. Il y a les éco-produits, sélection de produits de construction répondant aux spécifications des éco-CFC et de Minergie Eco. Et vous avez également les éco-devis. C'est une mise en évidence des matériaux dont les charges environnementales sont faibles et c'est inclus dans les logiciels les plus courants fonctionnant avec le CAN du CRB ou consultable directement en ligne si vous voulez les intégrer dans un autre logiciel d'appel. Toutes ces fiches EcoCFC, EcoProduit, EcoDevis, vous les trouvez sur le site Ecoba. Ensuite, dans les appels d'offres eux-mêmes, donc ici j'ai pris deux exemples de positions qui peuvent typiquement se trouver dans des appels d'offres. Euh, Vous pouvez proposer un produit, par exemple ici le Granol Aftogran 177, ou équivalent compatible pour un projet qui était ici PECO. Donc vous pouvez laisser libre le produit. Euh, le- L'entreprise peut changer le produit si elle le souhaite, mais vous devrez avoir le nom pour pouvoir vérifier d'une façon ou d'une autre s'il est compatible avec les critères que vous avez sélectionnés. Une autre solution, c'est ici en dessous, par exemple pour des évacuations sanitaires, vous pouvez également imposer le produit que vous aurez contrôlé au préalable. Après, bien sûr, ça va dépendre des mandats, si c'est des mandats publics que vous devez laisser ouverts ou pas. Ça, c'est chaque projet qui définira si oui ou non vous pouvez et si oui ou non euh, vous pouvez imposer les produits ou non. Ensuite, il y a les contrôles en cours de réalisation. Donc, c'est bien beau de faire un petit classeur avec les bons de livraison, mais ce qu'il faut faire en plus, c'est quand même vérifier ce qui est écrit dessus avant de nous les envoyer. Parce que nous, on va les contrôler, et si vous, en amont, vous ne les avez pas contrôlés, puis que vous avez laissé passer des produits qui n'auraient pas dû venir sur le site, sur le chantier, euh, c'est peut-être déjà trop tard quand vous nous envoyez les bulletins de livraison. Exigez peut-être toujours des produits dans leur emballage d'origine, pour ce qui est colle, peinture, vernis, etc. Ça vous facilite grandement le contrôle. Il faut lire les étiquettes sur les bidons.
donc les labels Emicode, les étiquettes environnementales. Ici en bas à droite, vous avez quatre sigles que vous pouvez trouver sur les produits. Il y a les produits Eco 1, Eco 2, l'Emicode EC1+, ici, ou un exemple euh, de la fondation, de l'étiquette environnementale. On trouve également à la Fondation Suisse Couleur, qui vous guide un peu pour savoir si vous êtes dans du bon ou du mauvais sur le site. Parce que bien sûr, si vous voyez les pictogrammes que vous avez ici en bas, sur les produits qui sont sur le chantier, normalement, ils n'ont rien à faire là. Après, dans certains cas, dans des zones non chauffées, peut-être ça peut être OK, mais si vous voyez les pictogrammes SGH de ce type-là, il vous faut vraiment vous poser des questions, savoir si ce produit a sa place sur le chantier. Des fois, il y a des indications également sur les produits protégés du gel. Habituellement, c'est plutôt un produit qui a sa place sur un chantier éco. Ça veut dire qu'il n'est pas bourré de solvant pour tenir des conditions de stockage qui seraient un peu plus rudes en hiver. Ici, c'est l'exemple dont je vous parlais avant. Donc, c'est l'Armaflex qui, à l'époque, contenait de l'halogène. Et il faut toutefois toujours faire attention quand vous allez sur les sites des fabricants. Ils vont vous dire, ça remplit les exigences Minergie Eco. Mais certains produits, il faut faire attention, ils remplissent peut-être juste les exigences d'exclusion. Ça veut dire qu'ils seraient, par exemple, classés Ecobase dans la liste des produits Ecobal. Si vous avez retenu des critères particuliers, des fois, certains produits, vous pouvez trouver sur Internet le fait comme quoi ils sont OK pour Minergie Eco, mais en fait, ils sont juste OK pour Eco pour ce qui est des exigences euh, d'exclusion. Je vous mets ici quelques produits qu'on peut trouver typiquement sur un chantier éco et un peu qu'est-ce qui se passe, sur quoi il faut faire attention. Ici, on voit un bidon de peinture, sauf erreur, et on y voit l'étiquette énergétique A. A priori, c'est quelque chose que vous avez pu demander dans les appels d'offres, et donc il a parfaitement sa place sur le chantier éco. Ici, vous en avez un autre, il est en B, donc habituellement, A et B, ça correspond à ce qui est demandé dans les exigences éco. À partir du C, normalement, il faut faire attention. Et si vous êtes au D et plus bas, normalement, ça n'a pas sa place sur le chantier. Ici, vous avez un sachet, on ne sait pas forcément exactement de quoi, mais on voit de façon assez claire qu'il est Eco 1. Donc normalement, ça, c'est un produit qui a parfaitement sa place sur le chantier Eco. D'autres parmi vous auront peut-être vu la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, elle a parfaitement sa place également sur un chantier Eco, pour autant que ce soit bien de l'eau qui soit dedans. Ici, j'ai pris ça spécialement pour la présentation d'aujourd'hui. Donc là, vous avez une étiquette A+. Je profite pour vous rappeler que le A+, il est accepté pour les anciens catalogues de prescription éco, mais plus forcément dans les nouveaux. Après, ce A+, c'est une autodéclaration des producteurs. Habituellement, ça va dans le bon sens, mais c'est plus automatiquement accepté dans les nouvelles demandes que euh, tel que ça l'a été dans les anciens. Ici, ça c'est un mauvais exemple. Par contre, on y distingue une mousse de montage qui a été posée. Et là, normalement, celle-ci, elle n'a pas du tout sa place sur chantier éco. Donc, à définir si c'était quelque chose qui aurait dû être temporaire, qui devait être retiré parce que ça, c'est encore un petit peu accepté dans les questions de coffrage. Après, si c'est pour du définitif et qui va rester, ça n'a pas du tout sa place et ça ne répond pas à nos exigences éco. Le bon exemple serait justement pour du remplissage sous une porte, par exemple, ici, c'est de le faire avec du silicone et avec des éléments, par exemple, d'isolation
qui permettent également de boucher ces trous. Lorsque vous vous baladez sur le chantier, ici, on voit du Eco 2, on voit un petit sigle halogène Fry. Donc, tout ça, c'est des éléments qui, normalement, ont leur place sur le chantier. Donc, il n'y a pas trop de, de soucis à se faire. Ici, vous avez 400 mètres de câbles électriques et il faut quand même savoir distinguer un peu qu'est-ce qui est écrit dessus. Si ça se trouve, même sur les chantiers en Suisse romande, vous trouverez des fiches de livraison de ce type-là écrites en allemand parce que le fournisseur est en Suisse allemande. Donc ici, on voit halogène frei, ça veut dire que c'est quelque chose qui est conforme aux exigences, notamment sur les halogènes. D'autres éléments sur le chantier, certaines entreprises, elles mettent des affichettes. Ici, tout en haut, il y a le bâtiment, comme quoi il est énergie éco et qu'il ne devrait pas y avoir de mousse de montage. Il y a des infos également sur le nettoyage, que les produits ils doivent être validés, par exemple, avant d'être utilisés, ou alors s'assurer qu'ils soient sans solvant et puis qu'ils ne vont pas polluer les mesures de qualité d'air à la fin des travaux. Et tout ça avec les autres affichettes communes que vous pouvez trouver sur les chantiers. On avait des affichettes, vous pouvez encore les trouver dans nos archives. Euh, Vous pouvez les télécharger, elles sont en plusieurs langues, des langues que les, que l'on trouve beaucoup sur le chantier notamment. Je me souviens qu'il y a de l'albanais, il y a du français, il y a du portugais, il y a de l'italien. Il y a plusieurs traductions qui sont encore disponibles. Elles sont vieilles, mais elles peuvent encore être utiles. Dans les contrôles de chantier, il faut mettre un peu l'accent sur la phase d'aménagement intérieur parce que c'est ces dernières couches qui sont les plus problématiques. Si elles diffusent par exemple des composés organiques volatiles, c'est elles qui seront en lien direct avec l'air intérieur qui sera mesuré. Donc il faut vraiment faire très attention à ce moment-là parce que sinon vous pouvez polluer vos mesures et il y a quelque chose qui risque de ne pas jouer. Il faut effectuer des visites régulières des chantiers et si possible à différents moments de la journée. Euh, ça vous permet de voir les différents corps de métier qui seraient sur site et puis avoir quand même ce petit effet de surprise pour s'assurer qu'il n'y ait pas des irrégularités qui soient commises par les entreprises. Il faut contrôler peut-être plus souvent les entreprises avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler. Peut-être c'est leur premier chantier éco, peut-être qu'ils ont encore des doutes, des questions. Donc peut-être mettre un point d'intérêt pour les accompagner un peu plus au début, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais produits qui finissent sur le site. Et puis, vous pouvez établir un procès-verbal des produits qui sont trouvés, de préférence avec des photographies pour comparer aux appels d'offres chez vous et vous assurer que c'est bien les produits qu'ils avaient dit qu'ils allaient utiliser, vu que en amont, vous avez normalement pu tous les valider avant de les voir sur le chantier. Donc ici, j'ai un exemple, il est en allemand, mais d'un de ces procès-verbal avec les anciennes numérotations des critères dans la première colonne. Il était demandé des matériaux sans halogène pour les évacuations, pour tout ce qui était tuyauterie d'évacuation. Il était défini des tuyaux en polyéthylène. Alors sur le chantier, il a été pris une photo un peu des araignées qui vont être mis en dalle avec tous ces tuyaux en polyéthylène pour être sûr que le critère est atteint. Je vous ai dit, vous avez une autre photo ici, juste au-dessus. Vous avez une grande ouverture, c'est la preuve que l'ouverture pour amener les appareils de grande taille en sous-sol a bien été effectuée selon les plans qui étaient prévus. C'est quelque chose que typiquement on demande à la certification définitive. Après, il peut y avoir des accidents. C'est le propre de tous les chantiers. Vous pouvez, par exemple, tout à coup découvrir qu'il y a des produits qui n'avaient pas été définis au préalable qui sont sur le chantier
Et auquel cas, s'il y a des écarts, il faut immédiatement contacter l'entreprise, clarifier la situation. Est-ce que le produit est équivalent? Est-ce qu'il répond également aux exigences éco des différentes prescriptions auxquelles il est soumis? Et sinon, si vous n'arrivez pas à clarifier la situation, il faut peut-être considérer d'arrêter les travaux, le temps que ce soit clarifié. Il faut n'accepter que des produits qualitativement comparables. Si par exemple vous avez défini un produit Eco 1 et que vous envoyez un autre qui est Eco 1 qui fait le même travail, logiquement, ça clarifie directement la situation et vous pouvez l'accepter. Et dernièrement, s'il y a des produits qui ont été posés, qui sont non conformes, il faut les retirer au final. Demander à l'entreprise de les retirer. Et ça, il faut l'avoir mis dans les conditions préalables du contrat avec l'entreprise pour qu'ils sachent que voilà, s'ils mettent quelque chose de faux, eh ben, on va leur demander de le corriger. Nettoyage et aération. Le nettoyage de la construction, il doit être effectué avec soin afin d'éliminer toutes les sources de poussière ou de moisissure, tout ce qui est installation technique et technique. Mais surtout, si des produits de nettoyage contenant des solvants ne peuvent pas être évités, ils ne doivent être utilisés que ponctuellement et après consultation de la direction des travaux. Si c'est des toutes petites retouches pour enlever quelques petites coulures, on peut entrer en matière, mais il faut faire attention. Après, il y a une mesure qui va être faite. La mesure, elle a lieu plutôt dans des locaux chauffés. Donc, typiquement, si c'est en sous-sol, ça va poser moins de problèmes. Mais il faut avoir cette étape de validation s'il y a des éléments qui vraiment ne pourraient pas se passer de sol. Le bâtiment, il doit être bien aéré, pour autant que le critère 120.10 ait été retenu. Donc, ça veut dire que ça doit être mis en place. Peut-être qu'il y a des entreprises de sécurité qui doivent être là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effraction pendant ces moments-là. Si c'est pendant le week-end, puis vous devez laisser les fenêtres ouvertes, de sorte de bien laisser tous les principaux composants séchés et pour vous assurer une bonne mesure durant ces 4 mesures durant ces 4 semaines sur la qualité de l'intérieur. Pendant cette phase donc d'aération, normalement, il n'y a plus de travaux qui doivent être faits. Des petits travaux, c'est encore possible, mais il faut éviter euh, des gros travaux qui font de la poussière ou qui risquent de dégager des nouveaux solvants. Quelques compléments encore sur cette présentation de ce midi. Donc, il y a le règlement des produits que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Je vous mets le lien ici. Il y a la brochure Minergie Eco qui est plutôt grand public, que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Il y a la publication Minergie Eco, Minergie Savoir-faire, une construction saine, qui parle de Minergie Eco et un peu de ces différentes phases auxquelles vous devez faire attention. Je vais donner un cours Minergie Eco le 18/11, c'est tout bientôt. Il y a encore des places. Donc, s'il y a des gens qui veulent approfondir un petit peu le label dans sa globalité et pas uniquement sur la partie chantier, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire. Et je crois que j'ai fait le tour gentiment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être il y a eu des questions, alors je repasse la parole à Olivier pour m'indiquer s'il y a eu des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Il y a effectivement eu des questions. Avant d'y passer, je profite pour remercier nos leading partners dans différents domaines, nos leading partners aussi Minergie, grâce à qui on peut développer ce genre de contenu et puis le mettre à disposition pour démocratiser, par exemple, les exigences de Minergie Eco le plus possible. Je vais rentrer alors du coup dans le vif du sujet. C'est des questions assez concrètes. La première concerne le mois d'aération. Et la question est de savoir s'il correspond au mois où se trouvent les appareils qui enregistrent les coves et les autres polluants. Est-ce que tu peux peut-être commencer par
préciser quelle est cette exigence d'aération et puis après à quoi correspond ce mois. Alors effectivement, on a cette prescription, je l'ai donné le numéro avant, 120.10, sauf erreur, 120.10. Donc c'est une prescription à choix, donc elle est volontaire, elle n'est pas obligatoire, c'est pas une prescription d'exclusion. Il faut juste savoir qu'une fois qu'on l'a retenue, il faut la mettre en œuvre pour obtenir les points, la certification définitive. Donc, l'idée, c'est que quand vous terminez les travaux, vous puissiez aérer grandement par les fenêtres, donc pas avec les installations de ventilation, pour avoir des grands débits, pour pouvoir faire sortir tous les résidus de solvant et aider au séchage du bâtiment. C'est un critère qui regarde l'entier du bâtiment. Et bien sûr, pendant ces 4 semaines, euh, on ne va pas demander de faire des mesures de qualité de l'air dans toutes les pièces de tout le bâtiment. Donc il est parfaitement possible, le temps d'une mesure de qualité d'air, de la faire pendant ces 4 semaines, sachant que le but de ces 4 semaines, c'est d'évacuer les polluants. Par contre, bien sûr, pendant la mesure, les fenêtres devront être fermées, l'installation de ventilation aura au préalable dû être mise en service, et puis après l'achèvement de la mesure de qualité d'air, reprendre cette aération euh, par ouverture des fenêtres pour avoir les grands débits d'air, pour continuer à sécher euh, le bâtiment. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, on a une question sur les rapports d'hygiène des installations de ventilation. Quelles entreprises réalisent ces rapports? Alors, il y a des entreprises qui l'effectuent. On n'a pas de liste. Par contre, il faut vous assurer qu'elles aient une formation qui est décrite dans le catalogue des critères. Donc, hygiène ou qualité d'air dans la question. Là, c'est la question de savoir qui réalise les rapports d'hygiène des installations de ventilation. Alors ça, Attention, c'est je vraiment la profite juste question d'une petite d'hygiène. parenthèse, Michel. On voit ton écran avec tout Teams. Peut-être si tu peux remettre les diapositives Oui, plutôt. bien sûr. Stop. Donc, je Alors, reprends, excuse, qui réalise les rapports d'hygiène des installations de ventilation? Tu avais mentionné à un moment donné qu'il oui. fallait fournir ces rapports pour qu'on ait l'assurance que les installations sont propres. Alors, nous, on ne fournit pas de liste, mais j'ai déjà tapé tout simplement sur Google pour trouver des entreprises qui font ces mesures de qualité d'air. On a des précisions dans le catalogue de prescription, qu'est-ce qu'elles doivent avoir, ces entreprises. OK. Euh, je crois que je Donc, ne c'est peux une pas vraiment en mesure, dire plus maintenant. mais c'est une mesure de la qualité de l'air pour s'assurer que les installations de ventilation sont propres et hygiéniques. C'est une mesure de l'hygiène de l'air. Donc, il D'accord. y a un contrôle des poussières, il y a des relevés de micro-organismes qui sont faits dans les installations de ventilation pour s'assurer que quand on met en service, il n'y aura pas tout à coup des micro-organismes, des micro-organismes de type champignons ou bactéries qui se soient développés dans le réseau et qui vont ensuite être diffusés dans le bâtiment. OK, je crois que c'est clair. Merci beaucoup. On a ensuite une question concernant les matériaux utilisés sur les chantiers. Est-ce qu'on accepte les auto-certifications des fournisseurs? C'est peut-être un peu vague. Autocertification des fournisseurs. On a vu auparavant, je vous ai présenté que pour certains critères, on va accepter une déclaration des fournisseurs comme quoi leur produit est conforme. Après, il faut voir selon les différents critères et selon les différents produits.
Euh, on est toujours à même de demander les fiches de sécurité de ces produits et parce que là, ils ont quand même une certaine obligation de mettre tous les composants qui sont à l'intérieur du produit. Et si on découvre que sur ces fiches de sécurité, il y aurait trop de solvants, par exemple, ben, ça irait un peu en contradiction avec l'autodéclaration du fournisseur. Donc, je ne répondrai pas à un oui global. L'approche, je pense que le fournisseur n'a aucun intérêt à faire de fausses déclarations, mais si on demande plus de documents, il faut être en mesure de nous les fournir pour que l'on puisse contrôler plus précisément si on a un doute avec ces fiches de sécurité. Donc, en résumé, on pourrait dire que malgré tout, nous, on les accepte pas en tant que tels. C'est à la personne qui décide de faire confiance à ces auto-certifications de prendre leur responsabilité de savoir s'ils font confiance aux fournisseurs ou pas. Nous, on peut dans tous les cas exiger la documentation de tous les produits qui sont contenus dans le matériau pour s'assurer qu'il n'y a pas de produits qui sont à exclure. Voilà, on peut aller dans ce sens-là. OK. Merci. Ensuite, il y a une question qui concerne les mousses de montage et là en particulier les panneaux de coffrage. T'en as parlé aussi. Est-ce qu'ils Mhm. font partie des critères d'exclusion? Alors oui, les mousses de montage et de remplissage, c'est un critère d'exclusion sur un chantier éco. Ces mousses de montage, elles ne doivent pas être mises en place de façon définitive. Et puis, si vous lisez bien la prescription, on note que pour euh, du coffrage, pour éviter des coulures, des laitances qui descendraient au travers de certaines inétanchéités, c'est admis pour autant que ce soit enlevé complètement une fois que le béton aura pris. Euh, il faut peut-être, je le redis ici, ces mousses de montage et de remplissage, pourquoi elles sont interdites? C'est vraiment que lorsqu'elles se développent, lorsqu'elles lorsqu'elles se forment, lorsqu'elles gonflent, il y a des isocyanates qui sont émis, et ça, c'est très mauvais pour les personnes qui les mettent en œuvre. C'est pour ça que ça reste un critère qui est dans les aspects de santé, parce que vraiment, on veut éviter également l'énergie éco. C'est pas que pour les occupants qui seront là à utiliser le bâtiment une fois la labellisation reçue, c'est également, euh, c'est également une approche écologique respectant la santé des gens qui mettent en œuvre les différents matériaux. OK. Ensuite, on a une question c'est une question difficile, je pense, mais comment vérifier la construction d'éléments préfabriqués comme une dalle ou un mur en bois fabriqué d'usine, éléments cachés à l'intérieur lors de l'arrivée sur le chantier? Alors, effectivement, s'il y a des éléments qui sont cachés à l'intérieur, ça va être un peu compliqué. Par contre, il est toujours possible de demander de faire une visite de l'usine en question au moment où les matériaux, où les matériaux sont construits, les matériaux préfabriqués sont construits. Après, c'est sûr que c'est très compliqué et on ne va pas vous demander de faire des carottages dans ces éléments-là pour nous prouver qu'à l'intérieur, c'est bien une isolation de type qui avait été définie au préalable. Il y a quand même un peu de confiance. Il faut vous renseigner sur l'entreprise et demander, comme on l'a dit avant, des confirmations auprès de ces entreprises que les matériaux qui sont dedans, cachés, sont bien ceux qui ont été définis au préalable. Voilà deux façons qui permettent d'assurer un suivi sur ces fournisseurs externes, on va dire. Est-ce que ce serait juste de dire qu'on pourrait demander aux fabricants aussi comme on le demanderait nous pour le contrôle
une fiche de déclaration de tous les produits qui ont été utilisés pour construire cet élément préfabriqué? Je pense que les gens qui suivent le projet ont tout intérêt à demander ça. Après, comme ça, ils l'ont dans la poche. Et si vraiment nous, on le demande dans le cadre d'une certification définitive, ils peuvent nous le fournir. Ok. Sinon, on a de nouveau une question sur les contrôles d'hygiène, mais je pense on y a répondu justement de savoir qui réalise ces contrôles d'hygiène. Donc, pour rappel, on n'a pas de liste à proprement parler, mais on en trouve facilement avec des moteurs de recherche traditionnels, on va dire, sur votre navigateur Internet. Sinon, encore une question plutôt administrative. Oui, donc je vous confirme que les supports de présentation seront mis à votre disposition dans un délai d'une semaine sur notre plateforme Minergie Savoir-Faire. Vous recevrez aussi un mail en tant que participant à l'événement d'aujourd'hui pour vous informer explicitement dès que ce sera le cas. Euh, ensuite. Alors, ici, il est mentionné que le dossier de dépose définitive doit être déposé 8 semaines avant l'achèvement des travaux, sachant que les mesures de qualité de l'air doivent être réalisées un mois après l'achèvement de ceux-ci. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, un petit peu si on le présente comme ça, mais l'idée qu'il y a là, c'est qu'on puisse déjà contrôler tout le reste, tous les bulletins de livraison, enfin, contrôler l'entier de la demande de certification. Effectivement, il risque d'y avoir de manquer les mesures de qualité d'air, il risque de manquer les mesures radon qui doivent être effectuées en hiver, mais on vous fait une demande de complément si on voit que ces éléments ne sont pas là. Et au moins, on aura pu déjà valider tout le reste auparavant, et ça accélère la procédure, le fait de demander les choses dans cet ordre-là. Eh bien, on a ensuite une question de savoir si on nous envoie une FDS. Est-ce que tu vois ce que c'est une Une FDS? fiche de sécurité. Merci. Donc, si on nous envoie une FDS, est-ce qu'on peut pré-valider le matériel pour un produit qui n'aurait pas de label? Alors, euh, dans l'absolu, oui, mais il faut garder en tête que on va pas pouvoir valider tous les produits euh, de tous les projets éco qu'on labellise. Euh, Nous, ce qu'on recommande de faire avec EcoBau, c'est de contacter le fournisseur et lui demander s'il ne voudrait pas faire valider son produit par EcoBau pour qu'il apparaisse dans la liste des éco-produits. C'est une procédure qui est assez rapide, habituellement en 2 semaines, un mois, il me semble que j'avais ces délais en tête. Ils obtiennent leur, euh, leur certification EcoBase, Eco 1, Eco 2, et ça vous permet de valider ça directement avec EcoBau, et après le fabricant, ben, ce travail qu'il aura fait une fois sera peut-être utile pour d'autres projets à venir. Après, peut-être c'est des fabricants étrangers qui n'ont peut-être pas volonté de faire ça, mais la première chose à faire, c'est les personnes qui suivent le chantier, les planificateurs, architectes et autres, de d'abord vous regarder cette fiche de sécurité avant de nous envoyer si vraiment vous avez un doute. Parce que on peut pas, il y a trop de produits qui passent sur les chantiers éco, on ne peut pas les valider un par un. Pour nous, c'est en termes de temps, c'est juste impossible. On pourrait dire aussi du coup pour un max de sécurité justement de miser sur les labels que tu as mentionnés, quoi. Oui, parce que là, ils sont C'est déjà vraiment validés. ça. Ouais. Ok. Ben, je crois qu'on n'a plus d'autres questions. On va juste encore attendre 1 minute pour être sûr. Alors, si ce n'est pas le cas, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui.
Et puis, à la prochaine, peut-être au cours Minergie Éco. Exactement, et si c'est pas au cours Minergie Eco, je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière Minergie Savoir-faire actuelle qu'on fait cette année. On essaye de monter encore un format similaire autour du MOPEC 2025 et puis autour des différences entre le MOPEC 2025 et les exigences de Minergie pour 2026. J'espère qu'on arrivera encore à mettre ça sur pied d'ici la fin de l'année. Voilà, sinon je vous remercie de votre participation. Encore un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.